Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier QS à Jean-Baptiste. Nous sommes deux artisans à y travailler, dont Claude Saint-Germain, ici en présence, et Mathieu Néron, moi-même. Nous avons instauré l'atelier ici en 98. Nous entamons notre 14e année d'opération dans l'atelier. Et nos spécialités, alors ici c'est les sacs et les accessoires. Donc nous développons nos produits en confection sur mesure et en production dans différents types de sacs utilitaires de toute taille et pour tout usage. Nous sommes un établissement spécialisé dans la confection d'accessoires de cuir, de chaussures, de sandales et de bottes cavalières précisément. Alors ici, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter un peu quelques étapes de confection sur certains de nos produits qu'on fabrique et là en continu. Alors, bienvenue à l'atelier, puis vous aurez le plaisir de découvrir, pour certains qui appellent la caverne d'Ali Baba. Alors... Moi, ici, présentement, je suis sur la découpe des pièces pour la finition d'un sac aussi en bandoulière. Fait que pour faire les coutures, ben, on prépare les trous. C'est des matériels qui sont assez rigides, donc ça aide à percer d'avance nos pièces. Donc selon le type de couture qu'on fait, que ce soit au fil serré ou au lacet de cuir, ben, ça va prendre des grosseurs de trous qui vont être adéquates. Donc, je suis dans une petite grosseur de trous fine. On va faire une couture au fil serré là-dessus. Ce qui va faire la beauté et la qualité d'une couture, c'est la constance, aussi l'égalité de la mesure des trous, tout ça. Il y a des parties des fois qui doivent être faites à l'envers, aussi dans les coins. On va opérer la couture maintenant. Je vais préparer la couture au fil serré sur ce sac-là. Ici, je prends mes points de l'intérieur. J'ai un fil double que je suis venu noter. C'est un fil ciré. C'est un fil ciré qui est tressé, donc c'est très robuste. Puis en double, c'est doublement robuste. De côté ici, comme la tranche qui est là. Monsieur Claude Saint-Germain, il est mon collègue de travail, puis présentement en confection de sacs bandoulières
tout ouvragé en couture au lacet de cuir. Hop, alors suivez-moi. Donc vous êtes maintenant dans la partie de l'atelier qui est consacrée pour les outillages de cordonnerie principalement. Donc c'est ici que je fais mes semellages, que je vais venir sabler mes pièces pour faire la taille. Donc ici la presse hydraulique qui nous sert beaucoup pour les emporte-pièces, pour tailler ce que vous voyez en haut ici, c'est toutes des emporte-pièces, des matrices pour tailler soit des bottes, des sacs, des chaussures, la sandale, toutes les différentes pièces de tous différents gabarits qui vont servir à préparer, à faire les découpes pour les empeignes, puis toutes les pièces qu'il faut pour faire la botte ou la chaussure. Donc, derrière, ici, vous avez les semellages. Ça, c'est tous les caoutchoucs, les différents types de formes de caoutchouc qui peuvent être utilisés pour faire les semelles. Puis le buffer. Donc, on appelle ça aussi un banc de sablage, un banc de cordonnerie, du cordonnier. Donc, c'est là-dessus qu'on va venir sabler ici le contour de la semelle. Vous invite à regarder ça. Alors, on a ici la tapisse et le caoutchouc pour les talons. Alors là, prochaine étape, ça va être le collage des semelles. On va tailler d'abord les talons. J'ai des raisons d'être fier, ma chanson elle est super. Elle est belle et bien pensée, tout le monde va l'adorer. Les musiciens vont être contents. Parce que musique, c'est pas compliqué, pas. Tous les détails sont comme, par exemple, sur cette nouveauté de la chanson Suzanne Gagnon. Suzanne Gagnon qui est Donc, avant de coller les semelles, on va remettre la forme à l'intérieur de la botte afin de pouvoir créer un support pour pouvoir venir marteler la semelle. Donc, c'est des formes qui sont pliantes. Donc, il faut bien les rentrer jusqu'au fond de la botte, à l'intérieur, complètement, comme ça. Une fois que c'est à l'intérieur, ben, ça vient de piquer ici sur mon enclume. Puis on déplie la forme comme ça. Ça aussi, c'est un indicateur. Quand la forme rentre bien, c'est que le pied va bien rentrer. Si la forme ne passe pas dans la botte, c'est qu'il y a un problème. Quand ça rentre bien, c'est bon signe. C'est l'espace que le pied a besoin afin de rentrer dans la botte avec aisance. Hop. Afin d'enlever la petite poussière fine, puis donner un petit peu d'adhérence au cuir pour que le cuir soit plus poreux, il absorbe davantage la colle à l'intérieur. Ce collage-là est très important, qu'il soit bien réalisé, bien fait. C'est ce qui va faire la durabilité de la semelle. Donc c'est important que ça soit un bon collage, que les deux surfaces soient bien lisses, bien sablées, bien adhérentes. Donc j'étends bien comme il faut, enlever les traces aussi, les grosses gommes de colle, c'est le plus possible étalé. Je laisse sécher un peu, puis je vais en remettre une couche en cours de séchage. Surtout sur la partie cuir. La partie caoutchouc, elle absorbe moins la colle, donc une couche peut être suffisante. La colle est appliquée des deux côtés. La colle est la meilleure amie du cordonnier. La colle nous aide à préparer nos pièces, à assembler d'avance. Donc c'est un bon allié. Alors, on va laisser ceci la colle 10 à 15, 20 minutes
le temps que la colle pénètre bien comme il faut dans la matière. Ensuite, ça va agir comme un velcro. Le fait qu'il y en ait des deux côtés, les deux côtés vont se joindre ensemble et adhérer. Puis on va suivre ça tout à l'heure. On va passer au semellage. Ici, maintenant, on va coller des semelles ensemble, hein, le caoutchouc et le cuir. On va laisser la colle sécher avant de les sabler, peut-être 1 heure ou 2. Là. Ça va être la finition. Bon, ici, c'est l'assemblage à gros grain, à petits grains, donc je passe du gros à la finition dans plusieurs étapes.
Hein? Donc ça, c'est le résultat une fois la finition. Tu sais, moi, en secondaire 3, là, on faisait toujours en choix de carrière une visite, une journée avec des gens de métier dans les entreprises. Non? Moi, j'avais été chez un joaillier. C'est ça qui m'avait attiré. Hein? C'était quand même bien ciblé, hein? J'avais été faire une journée avec un joaillier. Ouais. Puis déjà, en secondaire 3, en cours de choix de carrière, là, on nous demandait qu'est-ce qu'on pensait faire plus tard comme métier ou qu'est-ce qu'on aurait aimé faire. Je me rappelle, déjà en secondaire 3, j'avais marqué artisan bourrelier, tu sais. Hein? Secondaire 3, j'avais marqué dans ma fiche artisan bourrelier. Je savais déjà ce que je voulais faire en secondaire 3. Ouais. En fait, même, j'ai commencé à travailler le cuir. C'est ça, j'étais au secondaire. Mes premières pièces, je les ai faites pour des amis, pour des gens autour de moi. En fait, ce qui nous a inspiré aussi dès le départ, on était beaucoup jeunes, on faisait des jeux de rôle grandeur nature. Après ça, tranquillement, notre engouement pour ces jeux de rôle-là s'est développé. Puis durant l'été, on s'est mis à s'organiser des petites activités, des fins de semaine de jeux de rôle grandeur nature. Donc, on s'est mis à faire nos costumes, à organiser, à se faire des pièces, puis graduellement des petites armures, des casques, des chapeaux, des choses comme ça pour agrémenter nos personnages. Puis ça a commencé comme ça m'a inspiré à faire un peu d'artisanat de cuir. J'ai monté mon atelier dans ma chambre chez nous. Donc, à l'âge de 16 ans, j'avais monté mon atelier dans ma chambre à maison. J'ai commencé à récupérer des matériaux, des perles, des manteaux. Puis c'est ça, j'ai commencé comme ça. Faut dire qu'à l'époque, déjà, ma mère, elle faisait de la couture. Elle avait son atelier de couture à la maison. Fait que j'avais déjà un exemple un peu d'atelier. À l'âge de 16 ans, alors que j'étais au secondaire 4, à l'été, j'avais déjà une production de fête. Puis j'ai commencé à les vendre dans le Petit Champlain, sur la terrasse du Frein, puis dans le Vieux-Québec durant l'été. La première été, même à 16 ans, j'avais loué un kiosque à la ville de Québec, au parc de l'Esplanade durant l'été, pour pouvoir exposer puis vendre durant la première saison. En janvier 95, je me suis loué un petit local, un atelier en Basse-Ville avec un de mes amis. Puis on a commencé notre atelier ensemble là, à ce moment-là, pour préparer les médiévales de Québec qui s'en venaient durant l'été. Donc on savait qu'il y avait l'événement qui arrivait. Donc, on a pris l'hiver pour se préparer un inventaire en vue de la saison qui arrivait. On a commencé toute la construction de l'atelier avec des matériaux recyclés. Les cuirs qu'on utilisait étaient des cuirs recyclés aussi. On utilisait des vieux manteaux, des vieux sacs. Puis, j'ai parti ma petite entreprise, mon atelier, là, avec quasiment rien, pas grand-chose. Avec du matériel, ce que je pouvais récupérer de part et d'autre, de la pierre à savon, du panache, un peu de cuir, des perles, puis on a commencé comme ça. Et puis finalement, on a eu par la Providence, on a pu avoir un kiosque durant l'événement, durant les médiévales de Québec. Étrangement, on était le seul kiosque qui avait des produits à vendre. Tous les autres kiosques étaient des kiosques de démonstration et puis tout ça. Nous, bien sûr, on faisait la démonstration de métier sur place, mais aussi on avait des produits originaux en vente, puis qui étaient faits à Québec en plus, fait que ce qui a fait le plaisir de tous. En 4 jours, on avait tout vendu de notre inventaire de 6 mois de production. On a pu racheter des pots, des matériaux, des teintures, puis commencer à s'équiper un peu plus en vue d'une production pour l'hiver. Ce petit local-là, en Basse-Ville, je l'ai gardé 3 ans, où on était en location. C'était dans un espace au 3e étage, dans un bâtiment qui était assez glauque, qui était en hécatombe un peu, qui était pas mal sur le bord d'être rénové. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle on l'a quitté 3 ans après, ce local-là, c'est que le bâtiment avait été racheté puis était restauré. On s'était installé, on a décidé à ce moment-là de se monter en Haute-Ville. Puis on a trouvé le local qu'on est ici présentement dans la cave. Le 15 décembre 1997, on trouvait le local. 1er avril 1998, on a ouvert l'atelier officiellement. Après avoir fait 2 mois et demi de travaux pour rénover, aménager l'espace,
installer les tables de travail. À l'époque, quand on a commencé ici en 98, on avait à peine une ou deux machines à coudre, quelques outillages. J'ai été apprenti aussi avec un maître artisan, un maître bottier, qui s'appelait Matteo Papadakis. Donc, M. Papadakis a été aussi un de mes maîtres qui m'a enseigné sur une période de 8 ans, où pendant 5 à 6 ans, je l'ai accompagné dans ses derniers ateliers avant qu'il ferme ses établissements. Et puis là où il m'a enseigné un peu les rudiments pour la confection de la botte et de la sandale, principalement les bottes cavalières de ces types-là, et les sandales de type sandales grecques, sandales romaines, les sandales franciscaines. Mon professeur, Matteo, a été en opération ici, il a fait carrière à Québec durant 35 ans. Il avait immigré ici vers les années 56-58 à Montréal. Il a travaillé 2 ans chez un bottier grec à Montréal. Puis à un moment donné, il y a des clients qui lui ont dit qu'à Québec, déjà en 58, à Québec, il n'y avait même plus de bottier ici. Alors, il a tenté sa chance, puis il est venu s'établir à Québec à ce moment-là. Et puis, Matteo Papadakis, lui, avait appris le métier de son père, qui était bottier aussi à Héraclion. Mon professeur Matteo Papadakis nous a quittés en 2006. J'ai hérité de son outillage, de ses connaissances aussi qu'il m'a transmis. Ici, on a une machine Walking Foot Senior. Ça, c'est le modèle de machine à peu près des années 50, 60 environ. Puis ça, c'est une bonne machine pour faire les types de couture à la machine, pour les bottes, puis la toile. Ça peut coudre à peu près jusqu'à un demi-pouce d'épaisseur. Très bonne machine. Ici, on a le courroyeur qui va servir à tailler les lanières, les courroies, les ganses, les ceintures, les lacets. Une machine à coudre Pfaff, qui est une machine allemande, qui est une bonne machine aussi, qui date à peu près des années 70, peut-être, avec à roulette. Donc, c'est qui est bon pour la machine. Ça, ici, on a une machine, une semelleuse des années 20-30 environ. C'est une machine qui servait anciennement pour faire les semelles, coudre les semelles. On peut regarder ici l'engrenage. La machine, c'est tout un système ici. Là. Un système d'engrenage intérieur là, qui fait en sorte qu'ils sont d'une aiguille, qui est cylindrique, qui est ronde, qui monte, qui descend, qui monte, qui vient chercher la semelle. Donc à l'intérieur de ça, on peut rentrer ici le rebord de la semelle et les recoudre avec un gros fil. Alors on peut la starter, c'est encore une machine qui est toujours fonctionnelle. Donc ici, on a un système à courroie. Ici, on a une double courroie avec un disque. Donc quand je pèse ici, quand j'appuie sur la pédale, les disques se rejoignent. L'engrenage vient se rendre à la machine comme ça. Ici, on a l'aiguille ici qui descend et qui monte. Comme ça. Si on regarde l'engrenage intérieur, bon, ici, on a la presse hydraulique qui va servir à tailler les pièces de cuir à l'emporte-pièce à l'aide de matrices. Donc ici, j'ai différentes matrices. Exemple comme celle-ci, ça c'est une matrice de chaussure qui fait l'empeigne. Donc ça peut tailler les deux, chaque côté. Celui-là est d'un seul côté. Quand la presse fonctionne, ça va donner une pression sur le cuir comme ça. Une fois que la roue tourne, ça vient presser les pièces. C'est ça. À partir de cette période-là, j'ai commencé à prendre des apprentis. Des jeunes apprentis. C'est à ce moment-là aussi que j'ai agrandi l'atelier. Mon oncle avait acheté l'immeuble ici. Bon, là, on a pu doubler la superficie dans la première année. On a doublé la superficie de l'atelier. On a été chercher l'autre partie du sous-sol qui restait à aménager. Puis, en dedans d'un an, on a ouvert la boutique en haut. Donc, en 2002, ça a été une année assez faste. Nouveau papa pour moi, Émeric qui venait, mon garçon qui est venu au monde, mais aussi, c'est ça, l'aménagement de la boutique. Cette année-là, je me suis aménagé dans la maison aussi ici. J'ai habité 5 ans la demeure, la maison où j'ai l'atelier. Donc, c'est un peu le concept d'atelier partagé, là.
Donc, ça s'est développé comme ça avec les années. La boutique a pris, sa place aussi. Ça s'est mis, on a quand même organisé un bel espace de travail aussi en haut. Puis graduellement, ben, les productions sont mises à varier. On s'est mis à faire des choses autant dans le médiéval, mais aussi des fois un peu plus contemporaines aussi à partir de là. On a essayé de répondre à une clientèle qui était à la fois aussi touristique et locale. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi le succès de l'atelier dans les premières années. Ça a été aussi beaucoup de la proximité qu'on a eue avec la clientèle, le fait d'être autant de service pour les gens du quartier, comme aussi un attrait intéressant pour les gens de l'extérieur, les touristes, les visiteurs qui viennent à Québec. Ben, dans les bottes, ce que j'en sais, on est peut-être 3 ou 4 bottiers au Québec qui font de la botte traditionnelle montée avec des semelles de cuir, puis avec des techniques traditionnelles. Mais les bottiers, chausseurs, ils sont rares, ils sont très rares. Des ateliers boutiques où ce qu'on peut faire sur mesure des bottes ou de la chaussure, des sandales, là, c'est des choses très rares aujourd'hui. Plus les années passent, moins les gens savent s'y faire. Hein? Qui sait qui sait encore se chausser, qui sait s'habiller, qui sait se vêtir, tout ça. Je pense que c'est rendu encore aujourd'hui, c'est de plus en plus essentiel qu'on garde des savoir-faire comme ça, c'est important. Qu'on aura tout abandonné nos industries, qu'on ne saura plus comment faire des bottes, on ne saura plus comment faire des chaussures. Ben là, on va être à la merci des Chinois, de l'Asie, tout ça, au niveau des grands marchés internationaux. Je pense que c'est important qu'on garde nos acquis, nos savoir-faire au sein même de notre pays, puis tout ça, surtout sur des choses qui sont de l'essentiel. Quand on parle d'un pays nordique comme le Québec, on a besoin de bottes pour se chausser. Alors, pourquoi laisser partir cette industrie-là vers l'étranger en se disant, ben, c'est pas la peine, ça coûte moins cher à faire en Chine. Ici, on a une bonne compétence, mais non, on va aller faire ailleurs. Toutes les dernières industries qui restaient dans le domaine de la chaussure à Québec, je parle de Blondeau, Régent, depuis les dernières années, ils étaient à la fine pointe de la technologie. Ils engageaient ici quand même un bon nombre d'employés. Ils avaient 2 ou 3 équipes de montage par jour. Il y a 3 équipes, 3 chiffres de jour. C'était une grosse usine. Puis depuis 4-5 ans, ils ont tout transféré leurs industries vers la Chine. Donc, le gros de la production se fait maintenant là-bas. On perd beaucoup des acquis. Il n'y a plus de tannerie. Il reste une dernière tannerie dans le coin de Saint-Pascal. C'est la dernière tannerie qui reste, mais depuis 25 ans, toutes les tanneries ont été fermées au Québec. Les peaux de vaches qui viennent des abattoirs, qui viennent des élevages ici, ils sont même plus tannés ni au Québec ni en Ontario. Tout est envoyé vers l'Italie et la Chine. Les peaux canadiennes, les peaux québécoises sont tannées en Chine. Pourtant, ici, on était le fleuron, on avait une expertise dans le tannage. On a tout laissé abandonner, cette industrie-là. Dans les années 1900, ici, Québec, c'était la capitale de la chaussure. On était renommé au niveau de l'Amérique du Nord. On était la ville qui fabriquait le plus de chaussures, puis de qualité, tout ça. Jusqu'après la Première Guerre mondiale, en fait, durant la Première Guerre mondiale, on a fourni toutes les bottes pour les armées alliées, tout ça. On fabriquait beaucoup de bottes durant la Première Guerre mondiale pour les armées. Puis après la guerre, beaucoup des industries qui étaient installées à Québec, des industries américaines, en fait, il faut comprendre une chose, dans l'ère industrielle, les grands industriels, en fait, avaient l'opportunité de louer les équipements industriels. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une formule que les fabricants de machines louaient les équipements aux manufacturiers qui, eux, donnaient un quota à la production aux industries qui leur fournissaient les machineries. Donc, après les incendies de 1880 à Québec, dans Saint-Roch, quand ils ont reconstruit les quartiers, ça s'est construit en usine. Beaucoup des quartiers résidentiels sont transférés vers les Moilous. Puis la basse-ville de Québec est devenue vraiment un grand quartier industriel. De 1880 à 1920, c'est plus de 220, à l'apogée, plus de 220 industries dans le domaine de la chaussure et du cuir y étaient instaurées. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'après 1920, après la guerre mondiale, les industries qui étaient pour la plupart américaines ont rapatrié leurs industries aux États-Unis pour des besoins de relance économique aux États-Unis. Donc, ce qui a amené ici les industries à fermer une par derrière les autres, puis qui a créé quand même un certain marasme économique au niveau de la basse-ville pendant quasiment 40-50 ans. C'est-à-dire, quand on a ouvert notre atelier,
Le dernier atelier qui restait dans le domaine, qui fabriquait encore de la botte et de la sandale, c'était celui de Matteo Papadakis. Puis il est décédé, il m'a transmis ce bagage-là. Aujourd'hui, vous pourriez rechercher encore un bottier dans le centre-ville de Québec. J'en connais pas d'autres à venir jusqu'à date. L'engouement est là. Il reste à voir au niveau du marché économique, comment on peut se tirer d'affaires à travers ça. C'est ça la question aussi, savoir comment on peut rendre notre métier aussi actualisé aujourd'hui à travers le marché international, les magasins grande surface et tout ça. Comment trouver notre compte? Il y a une sensibilisation au niveau de la consommation, c'est que les gens, d'abord, recherchent de plus en plus les produits faits local, apprécient puis reviennent aussi à des produits de valeur sûre, des produits de qualité. Les gens sont tannés d'acheter des affaires qui brisent facilement, ou du simili, ou des choses comme ça. Les gens, ils reviennent à des produits qui durent longtemps, des choses qui ne se démodent pas non plus. Il faut dire une chose, c'est que des produits artisanaux restent quand même des produits authentiques, qui sont un peu en dehors du temps, puis qui restent toujours uniques, puis toujours quelque chose qui ne perd pas de mode comme tel. Ça reste toujours à niveau, puis ça fait juste... ça garde toujours son originalité, son authenticité. La tendance de la consommation responsable par rapport aux achats qu'on fait, par rapport à justement à récupérer aussi, je vais vous dire ici souvent un de mes nœuds, je vous dis ça, puis c'est un peu comme... c'en est même un petit peu un sacré dilemme là, pour moi, c'est que dans le fond, oui, on encourage les gens à faire réparer leurs affaires, même si, même si des fois ça nous écœure un petit peu, parce que en tant que fabricant, ben, ma spécialité, ma force, moi, c'est dans la fabrication. Puis je suis souvent arrêté dans mes confections, dans mes travaux par mes clients pour la réparation. Puis on l'a fait pareil, la réparation, parce que ce serait bête de leur refuser. On encourage les gens quand même à récupérer leurs vieilles pièces et à les restaurer. C'est l'avantage du cuir, justement. C'est l'avantage que le cuir donne, c'est de pouvoir être durable puis récupérable au fil des ans. Dans le contexte, c'est ça, moi j'ai quand même été formé par des maîtres artisans, j'ai quand même un souci aussi du passage, du savoir-faire. Dans ce sens-là, ben, c'est ça, l'optique dans lequel j'ai lancé l'atelier présentement, c'est aussi dans un concept de formation en continu, c'est-à-dire d'offrir aussi au sein de l'atelier de la formation sous forme de stage. Dans les dernières années, ça a été plus facile d'aller chercher pour des jeunes des bourses, même pour des jeunes qui venaient de la France, qui débloquaient des fonds, des bourses venant de la France pour pouvoir venir y faire des formations ici. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure reconnaissance au niveau des métiers traditionnels en France qu'au Québec. Puis c'est un peu déplorable parce que, je veux dire, c'est des métiers qui sont carrément en voie d'extinction. Dans ce sens-là, notre meilleur appui, le meilleur soutien qu'on a, c'est encore notre clientèle. Parce que c'est des gens qui nous encouragent dans ce qu'on fait, qui viennent nous acheter, qui viennent nous commander des pièces, qui viennent nous faire travailler, qui apprécient ce qu'on fait, puis qui nous ramènent le retour, qui nous encouragent à continuer davantage. Donc, c'est vraiment au quotidien qu'on a un retour qui est stimulant, puis qui nous pousse en avant à continuer. Là. Puis plus les années vont, plus la rareté du métier se fait sentir, donc plus la demande est forte à tout niveau. Au quotidien, j'ai la demande souvent dans plusieurs domaines, dans plusieurs types de confections que je fais. Puis je dois jongler à travers toutes les demandes en respectant des délais et tout ça. C'est toujours c'est le gros défi. Dans le domaine de la percussion, ici, on va réparer les djembés, les différents types de percussions avec les pots, ici de tradition africaine, amérindienne, tout ça. Donc ça, c'est des apprentissages aussi que j'ai eu au fil des années avec des Africains qui m'ont enseigné comment monter les djembés et tout ça. Puis ça arrive des fois qu'il y a des contrats pour du cinéma un petit peu, comme dans le film Le Marais, certains accessoires, ce qu'il faut pour vivre aussi, ou même des fois des petites formations même avec les comédiens pour leur montrer comment faire le travail. Ensuite, aussi pour le théâtre, ça peut arriver aussi à l'occasion pour des pièces de théâtre ou des choses, des gens qui font de l'animation ou tout ça. Donc, on accompagne les gens dans leurs projets, dans différents projets de création artistique, que ce soit théâtral ou autre. Souvent, sans l'accessoire qui vont avec leur costume, ben, ça complète quand même, ça les aide à pouvoir réaliser leur projet avec plus de crédibilité, plus de présence au niveau de la scène. Là. Pour la suite, ben, on souhaite maintenir l'atelier en opération encore longtemps et aussi toujours y offrir de la formation au sein de l'atelier. Maintenir ça dans un concept aussi d'entreprise-école,
pouvoir garder vraiment un concept d'apprentissage en continu au sein de l'atelier, mais toujours dans un concept de service, de confection et tout ça. Donc, d'offrir aussi une formation qui soit dans un cadre concret, tangible, puis en continu, puis pratique aussi. Donc, ça va être les avenues qu'on va viser dans les prochaines années. Ça va être de développer davantage le côté pédagogique, formation, mais dans le cadre des activités de l'entreprise. Donc, on souhaite encore longue vie. Présentement, on entame notre 14e année d'opération d'atelier. Puis, on souhaite que ça dure encore longtemps, hein, certainement, pour pouvoir être là pour servir les gens de Québec et d'ailleurs. Alors, je vous invite à venir nous voir. Ça fera un plaisir de vous rencontrer. Plaisir.